les gens ont de moins en moins confiance. Ils sont pas dupes, ils savent que la majorité des gens utilisent des intelligences artificielles. Donc, comment lui donner confiance à cette personne et lui dire, en fait, je sais incarner ce que je te le dis parce que j'ai de l'expérience, parce que je l'ai fait et que je te comprends, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Et en fait, on a réalisé qu'au cœur de l'algorithme, il y avait des attributs comme le Content Effort Score qui mesure l'effort rédactionnel. T'es récompensé au mérite. Et donc, incroyable. Si tu penses que appuyer sur publier et puis hop, avoir généré tout ton article via ChatGPT, puis c'est bon, c'est fait, ça ne fonctionnera plus du tout d'ici à quelques années. Et l'autre chose incontournable, c'est d'avoir un bandeau auteur. Parce que maintenant, c'est plus possible de publier, d'avoir un site sans visage, de publier un article en se planquant derrière. Oui, finalement, n'importe qui pourrait l'écrire. Exactement, il faut démontrer qui on est, en quoi on est expert sur le sujet, quelle est notre légitimité à parler de ça. Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez brûlant, un sujet qui est sur pas mal de lèvres actuellement. C'est comment apparaître dans les résultats de recherche sur ChatGPT et sur les autres IA, donc les autres IA génératives. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Metouchi, qui est experte SEO et Growth. Et Myriam, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur My Marketing Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation, Laurie. C'est la deuxième fois que je passe, du coup, sur le podcast. Et je suis vraiment honorée de parler de ce sujet brûlant dont tout le monde me pose des questions en ce moment là-dessus, d'ailleurs, sur comment se positionner sur ChatGPT et les autres IA génératives. Bah oui, parce que finalement, toi, tu es experte en référencement naturel, en SEO, mais aujourd'hui, le SEO, ça s'élargit, ça devient beaucoup plus vaste, parce que comme tu vas nous en parler, on ne recherche pas uniquement sur Google, on recherche dans plein d'endroits différents. Est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur cette évolution, sur tes observations, tes constats ? Écoute, on parle beaucoup de ChatGPT, mais ça va faire quelques années qu'on se rend compte en tant que professionnel de la recherche que les gens se cherchent de partout maintenant. 40% quand même, il y a 40% de jeunes qui font leurs recherches sur TikTok, je trouve ça... Sur TikTok ? Oui, je trouve ça dingue. Donc, tu vois, on n'a même pas attendu ChatGPT pour faire une disruption sur le marché. C'est clair que ça a fait beaucoup de changements, mais ça va faire un moment qu'on se dit que Google n'est plus le seul. Ça reste le big boss, ça reste plus de 80% de la part de recherche. Mais par contre, il faut savoir aussi optimiser pour tous ces autres canaux. Ouais, du coup, il y a des challengers qui arrivent sur le marché. Et comme tu disais, TikTok, j'avoue, incroyable. Il y a YouTube aussi, il y a pas mal de recherches sur YouTube. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus uniquement séduire Google, c'est séduire à la fois TikTok et YouTube, dont on va pas parler aujourd'hui, mais les IA génératives, parce que clairement, on commence à avoir, je sais qu'on a eu des clients, et même nous-mêmes, on a commencé à recevoir des leads via ces canaux-là, et ça fait bizarre quand on te dit, je vous ai connu par ChatGPT. Alors ça fait plaisir aussi, mais c'est une réalité, même si, comme tu le dis aujourd'hui, on en est au balbutiement, c'est pas encore quelque chose qui est ultra développé, mais comme toutes les tendances, il faut garder un œil dessus et finalement, plus on va se positionner rapidement sur ces tendances et plus on peut espérer avoir des résultats et gagner en performance, parce que plus on commence tôt en général et bien, et plus on va avoir de résultats par la suite. Absolument. Je pense que vraiment, c'est devenu un incontournable. Moi, je vois parce que j'ai beaucoup de clients dans le logiciel. Maintenant, se positionner sur des requêtes comme quel est le meilleur logiciel de X ou Y sur ChatGPT, c'est incontournable parce que là, on est sur des personnes qui ont une intention d'achat. Donc, on a plutôt intérêt à être dans le top 10 des réponses que va lister ChatGPT. Ok. Du coup, comment on fait pour ça ? Est-ce que tu as des tuyaux à nous donner, des bons conseils ? Écoute, je vais te donner mon retour d'expérience par rapport aux clients du coup, que j'accompagne, mais tout en te faisant un petit disclaimer là-dessus, c'est que ça reste une discipline qui est très récente. On n'a pas encore d'experts SEO, IA, ça serait tardé, complètement. Là, c'est quelque chose qui fait le buzz, donc forcément, on va en voir plein. Il y a des formations bientôt qui vont paraître. Je pense aussi, c'est sûr. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut faire là, en fait, c'est faire des tests, tirer des leçons de tout ce qu'on a fait. Et là, je vais te parler, pour le coup, des différentes techniques d'optimisation que j'ai notées qui fonctionnent. Ok, donc tu vas nous partager des choses que tu as observées, sur lesquelles aussi tu t'es renseigné, parce que je sais que tu fais énormément de veille, que tu as pu toi-même tester, et qui sont, à l'heure actuelle, des choses que tu as vues et qui fonctionnaient. Ce qui ne veut pas dire que demain, on sait que tout évolue, mais aujourd'hui, en tout cas, tu as déjà obtenu des résultats avec ça et tu as observé que ça pouvait fonctionner. Oui, absolument. Et en fait, donc du coup, pour embrayer sur les techniques d'optimisation sur ChatGPT, le premier point le plus important, c'est de travailler son branding et sa notoriété, en fait, et également son autorité sur un sujet. Donc, ça passe par faire des partenariats avec des médias à forte autorité. Ça, c'est devenu hyper important parce que ChatGPT va puiser ses informations sur ce type de source parce qu'il sait que ce type de source est extrêmement fiable et il n'a plus du tout envie de proposer des résultats qui sont complètement à côté de la plaque comme il le faisait il y a quelques années.
Oui, alors que Perplexity, en revanche, lui a toujours cité des sources. Absolument. Donc, du coup, ChatGPT, sur ce point, il s'est mis au niveau de Perplexity. Effectivement, il y a eu quand même des gros ratés. Oui. Donc, toi, tu dis, pour ça, lui, en fait, il va aller regarder où est-ce qu'il y a des sources fiables et il va aller creuser là-dessus pour trouver les résultats qu'il va te fournir. Oui, absolument. Moi, je te disais donc tout à l'heure que j'ai beaucoup de clients dans le logiciel. C'est devenu important maintenant de travailler des partenariats avec des médias comme Capterra, Advisor, etc., qui sont des comparatifs en fait de logiciels. Et c'est indispensable pour une solution logicielle de figurer dans ces comparatifs sur ce type de médias qui en fait sont reconnus, ont une forte autorité. Et c'est pas le seul sujet. Tu as aussi des sources comme Wikipédia où forcément, si tu as une fiche Wikipédia, exactement, c'est le Graal. Parce que ChatGPT va aussi chercher ces informations sur ce type de médias. Tu as aussi derrière les forums, des sources incroyables. D'ailleurs, j'invite n'importe qui à demander à ChatGPT que penses-tu de ma marque. Moi, je l'ai déjà fait pour mes clients et parfois, il va te sortir des résultats qui sont issus de forums. Si les gens sont mécontents, c'est là que tu vas l'apprendre. C'est là que vraiment tu vas comprendre à quel point c'est terrible parce que ChatGPT est capable de comprendre qu'une entreprise a une mauvaise réputation et du coup, ça va impacter aussi sur le fait qu'il va la citer ou non. Donc la réputation, l'autorité, c'est ce dont on parlait, c'est incontournable. Et forcément, ce qui en découle, ça va être les avis. Donc si tu as des bons avis sur des plateformes tierces comme Trustpilot, Avis Vérifiés, etc., c'est quelque chose qui va participer à ton branding, à ton autorité, à la crédibilité et au fait que ça va donner envie, en tout cas aux IA génératives, de te citer toi plutôt que quelqu'un d'autre qui n'aura pas fait ce travail de fond. Ok, intéressant. Donc, du coup, il faut aller sur plusieurs fronts pour aller asseoir son autorité. Et quid d'ailleurs des avis Google? Il les prend en considération ou pas? Parce que je sais que les avis Google, en tout cas, c'est pas toujours le truc où on se dit c'est super fiable. Est-ce que lui, il accorde du crédit? Alors, je pourrais pas te donner la réponse exacte, mais moi, je préfère ne pas tenir compte des avis Google. Ce que je fais en général quand je bosse avec un client, c'est toujours d'ouvrir un compte Trustpilot. Alors, ça pourrait être avis vérifié. Moi, je préfère Trustpilot, mais c'est mon choix personnel. Après, c'est important en fait que ce soit une plateforme tierce de confiance dans laquelle en fait on sait que c'est pas possible d'acheter des avis, que les avis en question sont vérifiés, etc. Je pense que c'est quelque chose de plus fiable. Ok, donc asseoir son autorité, ça veut dire, toi tu citais les sites de comparatifs, ça peut être aussi quand on est une entreprise dans le conseil ou dans un secteur bien particulier, d'aller essayer de se positionner sur un média de référence dans son secteur, donc c'est pas toujours simple à obtenir, ça peut être aussi passer sur des podcasts qui font un peu d'autorité. Bien sûr, qui t'a toujours le top du top, mais est-ce que finalement faire ce genre de partenariat, même si c'est pas le plus connu, ça vaut quand même le coup d'être fait? Ah oui, complètement. Je pense que ça vaut le coup. C'est pas genre j'ai un décrochage sur TF1 ou rien. Non, non, forcément, oui, du coup, faut pas faire ça. C'est un effort, un peu le trait. Clairement, c'est un effort de long terme qui finit par payer. Mes clients qui se positionnent le mieux sur l'ensemble en fait des moteurs de recherche, que ce soit des IA génératives ou que ce soit Google ou Bing, ce sont ceux qui ont fait ce travail de fond vraiment de bosser leur réputation, la qualité du produit et comment les autres parlent d'eux en fait. Ok, donc finalement, ton tout premier conseil, c'est vraiment les fondations. C'est pas le plus sexy, on s'attendrait à un truc genre le super hack ou un truc comme ça, mais c'est quelque chose qui va demander du temps, c'est quelque chose qui va demander de l'investissement, pas forcément que financier, mais de l'investissement en termes de réflexion, de l'investissement par rapport à son produit, à qui on veut cibler, donc vraiment toutes ces fondations marketing pour savoir qui on veut être, notre positionnement, et derrière, travailler son branding et son autorité, c'est quelque chose qui met du temps à se construire quand même. Ah oui, absolument. Moi, j'ai conscience que ce ne sont pas des hacks sexy, des trucs vendeurs qui vont te garantir la première position, ça c'est sûr. Non, mais qu'on se le dise, c'est pas très sexy d'entendre ça parce que c'est un travail de fond, c'est de l'huile de coude et on est plutôt à l'ère de la recherche de la facilité. Et de la performance très rapide. Alors absolument. Que là, ce que tu nous dis, c'est que il faut quand même construire quelque chose et que ça ne va pas arriver en claquant des doigts. On ne va pas être la star de ChatGPT en 3 secondes. Ça demande du temps et visiblement ce facteur confiance, parce que l'autorité, ça génère de la confiance, c'est vraiment ce que les IA génératives vont prendre comme socle pour faire remonter dans les résultats. Oui, c'est un critère en fait qui est commun aux IA génératives comme aux moteurs de recherche parce que Google a sorti ses propres critères qu'on appelle IIAT, qui est expertise, autorité, expérience et trust pour la confiance. Et en fait, tous ces critères, ils sortent pour justement faire en sorte d'apporter la bonne réponse qui vient du bon site internet par rapport à d'autres sites qui sont malheureusement moins fiables, des sites qui sont spammy. Et moi, je suis un peu contre les hacks parce que surtout en SEO, on en a eu beaucoup des hacks, à savoir cacher des mots-clés en blanc sur fond blanc. Il y en avait pas mal. C'est ça, en fait. Ça marche pendant un temps et puis le lendemain, tu te réveilles, t'as moins 80% de trafic. Ouais. Donc, ok, c'est moins sexy, mais faites le travail de fond, pas les hacks. Ok, ça c'est bien compris. Et finalement, elles raisonnent un petit peu comme nous. Finalement, quand on doit prendre des décisions, c'est-à-dire qu'elles vont proposer les choix les plus fiables pour les suggérer en réponse aux questions qu'on leur pose. Ok,
Ok, bah écoute, ça c'est pas sexy comme tu disais et ça prend du temps, donc ça va demander des efforts, mais c'est ce qui va vraiment poser les fondations pour pouvoir derrière mener une vraie bonne stratégie pour percer sur ces plateformes. En parallèle de développer son branding, déjà prendre pas mal de temps, donc faire des partenariats, être référencé sur les bonnes plateformes, faut le mériter déjà. En parallèle, est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut mener pour maximiser nos chances d'apparaître dans ces résultats de recherche? Bien sûr, au niveau du contenu, je pense que ça c'est vraiment le plus accessible. Quand on crée un contenu du coup pour Google, Bing ou les IA génératives, c'est de se dire que maintenant il faut aérer, structurer son contenu, c'est devenu incontournable. Ah oui, les gens ne lisent plus. Exactement, l'IA scanne de toute façon, ça scanne. Donc les gros pavés où il n'y a pas de ligne, pas d'espace, rien avant 15 lignes, ça ne fonctionne plus du tout. Donc là, on est sur des contenus qui sont très aérés. Si c'est possible, même j'encourage fortement à utiliser des listes, tout ce qui est liste à puce, tout ce qui est tableau, ce genre de choses, c'est très apprécié. Et Google aussi aime bien les listes à puce. Absolument. Non, ça marche pour toutes les IA pour le coup. Et le fait donc d'apporter des réponses concises. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre en fait la question mot pour mot, donc là où je la trouve, que ce soit dans une FAQ, sur un forum ou n'importe, reprendre la question dans mon contenu et apporter une réponse de 3 lignes maximum. 3 lignes. 3 lignes ouais, maximum. Il faut être concis. Oui, il faut être concis au maximum parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, c'est pas la peine de tourner autour du pot avec des articles de 5000 mots. Ça, si ça ne nécessite pas d'être plus explicite que ça, des réponses courtes, concises, très bien structurées, avec des listes, des tableaux, quelque chose qui va être facile à consommer, facile à comprendre. Donc finalement, les IA scannent un petit peu comme nous on lit. On a envie d'arriver directement sur la bonne information. Elles fonctionnent un petit peu comme nous. Ce qui marche bien aussi, c'est, tu vois, reprendre la question un petit peu dans l'élément de réponse. Donc ça va être comment nettoyer sa caméra. Pour nettoyer sa caméra, il faut... Et hop, on bombarde en 3 lignes. En fait, on n'a pas besoin d'en faire un essai de 800 mots, quoi. Et ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est d'ajouter un encart en résumé plutôt au début de l'article. Donc on fait une petite introduction et après on ajoute un résumé avec les points les plus importants parce que l'IA scan, elle a besoin d'avoir des réponses rapides. Exactement. Le too long to read. Et même les gens sont contents en fait parce que maintenant on a cette énorme flemme de scroller pour avoir la réponse à sa question. Donc ça fonctionne très très bien. Autre chose, c'est d'ajouter des citations d'experts, des statistiques, des chiffres qui sont appuyés. Donc moi j'ai une source que j'adore qui s'appelle Statista. J'adore. Je pense que je pourrais passer ma journée sur des sites pareils. Non, mais ça, pour le coup, c'est top parce qu'ils ont des statistiques pour tout. D'accord. Et tout de suite, ça relève un petit peu le niveau et la crédibilité de ton contenu. Et des statistiques avec source, j'imagine. Ah, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Pas tiré du chapeau. Des choses qui sont vraiment reconnues, des sources fiables. Et ça va tout de suite, en fait, ajouter un niveau de qualité à ton contenu. Et l'autre chose incontournable, c'est d'avoir un bandeau auteur. Parce que maintenant, c'est plus possible de publier, d'avoir un site sans visage, de publier un article en se planquant derrière. Ou finalement, n'importe qui pourrait l'écrire, surtout une IA un peu, facile. Il faut démontrer exactement, il faut démontrer qui on est, en quoi on est expert sur le sujet, quelle est notre légitimité à parler de ça. Donc, pour te donner un exemple concret, un client qui a un cabinet de gestion en patrimoine, il va faire un article sur les SCI. Il faut qu'on ait un bandeau auteur avec un lien vers son LinkedIn. Qui il est, ça fait combien de temps qu'il est dans la gestion de patrimoine, en quoi il est légitime à parler de la SCI. Ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est devenu incontournable. Et du coup, s'il est conducteur de travaux, ça va pas être la même. Forcément, non. Parce que on n'est pas du tout sur le même sujet. Il a pas de légitimité. Je veux dire, après... c'est ça, il a pas de légitimité. Son métier. Exactement, sur le sujet. Ok, donc finalement, les IA, elles vont venir traquer tout ça, elles vont venir voir si c'est cohérent, s'il n'y a pas un piège, tu vois, si c'est pas genre un petit peu bidon. C'est quand même super intelligent, du coup. Donc, on peut pas trop s'aventurer à prendre un chemin détourné ou à prendre un peu pour une idiote en disant, bon, en fait, on s'en fout, c'est un tel qui a écrit l'article, ou même un profil, tu vois, un profil qui n'existe pas, comme ça se faisait peut-être parfois avant. Donc aujourd'hui, on est obligé de mettre un visage sur un nom, d'où ça rejoint ce que tu disais juste avant, la partie branding. La partie branding de marque, c'est aussi le personal branding du dirigeant ou de la personne qui va prendre la parole. C'est pas forcément toujours le dirigeant. Absolument, mais en plus de ça, clairement, si la personne qui écrit l'article a une certaine expertise, une certaine autorité, qu'il est reconnu en fait dans le secteur, l'article aura de bien meilleures chances en fait de se positionner. Et en fait, il y a une certaine logique. Si on voit un professeur, un spécialiste de la finance qui parle de ça depuis 12 ans et il a fait plein de vidéos sur YouTube, il a des avis extraordinaires, etc. et il va faire un article sur un sujet, nous, en tant qu'humains, on va lui accorder du crédit. Une IA générative va lui accorder du crédit. Google, Bing va lui accorder du crédit. C'est logique. Ok, et du coup, quand tu construis ton article ou quand tu fais les titres et tout ça, comment tu raisonnes? Tu raisonnes plutôt en intention? Tu raisonnes plutôt en mots-clés? Tu dois arbitrer entre les deux? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Là, pour le coup, pour ma part en tout cas, je raisonne en beaucoup de points. D'abord, le prompt, en fait, comment les gens vont taper ça sur ChatGPT? Quel est le type de questions qu'ils vont utiliser mot pour mot? Et tu crois que c'est pas les mêmes que sur Google, par exemple? Alors, si, franchement... Parce qu'aujourd'hui, sur Google, c'est un peu comme tu parlerais à ton psy, quoi. Alors, souvent, oui. Maintenant, c'est beaucoup plus conversationnel et
c'est beaucoup plus long aussi. On va pas mettre 15 lignes de texte dans la barre de recherche Google. Non. Donc c'est des choses, en fait, c'est pareil, il faut prendre en compte ça. Maintenant, donc, tu réfléchis en prompt, comment les gens tournent leurs questions. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'intention de recherche, ça reste le numéro 1 pour tous les canaux de recherche confondus. Comment je fais pour répondre à cette intention de recherche le plus simplement possible, en allant droit au but? En gros, c'est comme ça que je réfléchis. Et comment je fais pour ajouter de la crédibilité, de l'expertise, pour donner confiance aux gens, parce que les gens n'ont plus confiance, en fait. Tout le monde sait que ça prend 5 secondes de créer un article via ChatGPT. Donc, les gens ne sont pas dupes. Ils ont besoin de se dire, j'ai besoin de leur faire confiance à eux. Et est-ce que c'est une IA générative qui vient d'écrire ce texte? Oui, pourtant, c'est pas encore totalement démocratisé partout. Alors, nous, on en entend tout le temps parler, donc on a l'impression que tout le monde l'utilise autour de nous. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas encore mûrs sur la partie IA générative et contenu IA génératif. Mais on voit quand même des personnes qui commencent à s'agacer parce que les contenus sont bateaux, les contenus sont flous et finalement, il n'y a rien qui inspire confiance, comme tu disais, pour faire confiance à ce qu'on lit, au contenu qu'on lit. Ok, écoute, super. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour maximiser nos chances, optimiser nos chances de bien ranker sur les IA génératives? Même si tu nous en as déjà pas mal dit et il y a déjà pas mal de boulot à faire. Il y a aussi un autre socle qui est le socle technique qu'on travaille déjà en SEO traditionnel. Toute la partie technique, c'est un peu, c'est ce qui va être un petit peu plus anxiogène pour la plupart des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur le sujet, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'être développeur ou très technique pour maîtriser, c'est assez instinctif. Mais une fois qu'on fait abstraction en fait de ces préjugés, c'est très psychologique au final la partie technique. Pense. Hein. C'est vraiment psychologique. Et en fait, du coup, il y a une partie pour ça où forcément, c'est important d'ajouter en fait ce qu'on appelle des données structurées. Tout simplement, par exemple, on parlait de questions-réponses tout à l'heure, donc une FAQ. Dans le code, on va mettre des éléments qui vont permettre au bot de comprendre que ça, c'est une question, ça, c'est une réponse. Et en gros, ça consiste à ceci est une question, ceci est une réponse, avec un petit peu de code autour, quoi. Okay. Mais c'est vraiment pour simplifier, leur dire, voilà, ça, c'est une FAQ, ça, c'est l'auteur, ça, c'est un article, ça a été publié à telle date, etc. Ça leur mâche le travail et ça fonctionne vraiment pas mal. Ça fonctionne bien. Mais du coup, si tu sais pas du tout mettre les mains dans le code, tu fais comment ? Alors, donc si tu es sur WordPress notamment, souvent les gens sont sur WordPress, tu as un super plugin qui s'appelle RankMath. Désolé Yoast, mais vraiment... Non, on aime bien Yoast aussi. Et toi, non. Ah, moi, c'est vrai que Yoast... T'es passé à autre chose. Divorce. Ouais, divorce avec Yoast. Donc, depuis RankMath, en fait, c'est vraiment... comme quand les gens ont découvert ChatGPT. Ça m'a fait le même effet avec RankMath. Ah ouais, quand même. Non, pas autant, mais franchement, c'est vraiment un super plugin. Et je tiens à dire que c'est pas le mien, c'est pas moi qui l'ai D'accord, créé. Non, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit de... Pas de sponsoring. Mais du coup, en fait, RankMath te propose plusieurs données structurées. Tu as juste à activer et choisir les données structurées qui t'intéressent. Et c'est gratuit et il faut tout bénef. Et je vais tester très prochainement, du coup, parce que tu me le vends bien et ça me permet de dépasser cette phobie de la partie technique du site internet. Ouais, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui ont été pré-mâchées et avec des plugins comme ça devient de plus en plus simple de travailler ça. Et puis aussi, forcément, la vitesse de chargement. Ça, c'est quelque chose qui compte. Une IA ne va pas attendre 10 minutes que ton site se charge parce que vu qu'il faut qu'elle réponde rapidement, enfin bref. Google aussi est assez impatient d'ailleurs. Exactement, dans tout ce qui est expérience utilisateur, forcément, on le bossait déjà avant, là il faut encore plus le bosser. Et après, tu as des petites subtilités techniques, mais globalement, là je te donne ce qui fonctionne pas mal. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut quand même beaucoup mâcher le travail entre le contenu structuré, donc on va dire la partie apparente, et la structure où il faut lui donner ceci est une question, ceci est une réponse, ceci est un article, où on va lui mâcher le travail pour qu'il puisse comprendre et plus rapidement lire le contenu et lui permettre de ranker ou pas ranker. C'est ça, c'est notre travail, c'est ce qu'on faisait pendant des années pour Google et que maintenant on fait pour Google et pour les autres, quoi, en gros. D'accord, ce que je disais, c'est que finalement, en parallèle, il ne faut pas non plus oublier toutes les bonnes habitudes qu'on avait prises pour, par exemple, le référencement sur Google, puisque le référencement naturel, on sait quand même que tu l'as dit, 80% sur Google, même si je sais qu'il y a Bing et qu'il ne faut pas négliger Bing. Donc, il faut le poursuivre aussi pour les IA génératives. C'est ça, absolument. En fait, on réalise que le fonctionnement est relativement similaire pour tout le monde. Il y a des choses qui fonctionnent pour chaque moteur. Et après, chacun a ses spécificités. Oui, finalement, toute cette partie technique et dans la structuration du contenu et tout ça, ça a l'air assez similaire sur les deux. Par contre, la partie branding, développer sa marque, son autorité et la confiance, est-ce que c'est aussi le cas pour Google, j'imagine quand même, mais c'est très, très important pour la partie IA générative. Oui, mais même pour Google qui a sorti ses propres critères là-dessus où il va mesurer l'expertise, l'expérience, l'autorité et le trust, donc la confiance. Ça, c'est le socle fondamental et commun à tous. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que c'est du vrai marketing.
Et ce qui fait que ça impacte le chiffre d'affaires et que les personnes qui travaillent en profondeur la qualité et la réputation de leur marque sont celles qui vont dormir sur leurs deux oreilles, quoi qu'il se passe dans quelques années en fait. Oui, donc premier conseil, vraiment la marque, développer la marque et le branding, le personal branding des personnes qui sont des dirigeants et des personnes qui composent l'entreprise. Du coup, si on met tout ça en place, finalement, on se dit qu'il n'y a pas de choix à faire. Ça servira aussi bien pour le référencement naturel, le SEO sur Google et les autres plateformes et les IA génératives. Mais est-ce que tu as vu, par exemple, des erreurs qui sont fréquemment commises, tu vois? Genre, je me lance et je veux faire ça, ça, ça et ça. Et peut-être que toi, comme tu as déjà les mains dedans, tu as des conseils à partager sur ça quand même, il vaut mieux éviter, c'est une erreur. Alors oui, donc des erreurs, on en commet tous. Moi, la première, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Surtout que là, c'est assez récent, donc il faut tester. Mais je dirais que l'erreur la plus grave à mes yeux et celle que je condamne fermement, c'est celle de courir après les hacks et de ne pas chercher à faire la vidéo que tu dis, je vais y appliquer immédiatement. J'applique et puis après, je cherche le hack qui va faire que aujourd'hui, ça fonctionne. Et puis ensuite, il va y avoir une mise à jour et ensuite, on va avoir moins 80% de je sais pas quoi. On l'a vu 1000 fois sur Google. C'est aussi des choses qui vont arriver sur les autres. Et franchement, non, ne pas chercher à court-circuiter, faire du travail de fond. Ok, c'est du travail au début, mais après, ça travaille pour vous les vacances, l'été, quand vous n'êtes pas disponible. Ça vaut le coup. Ouais, finalement, c'est chercher le court terme. C'est jamais une bonne idée, quel que soit le... C'est jamais une bonne idée, c'est quelque chose... Surtout dans ces stratégies. Qui se vend énormément, c'est sexy qu'on se le dise, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Après, autre chose, c'est de s'imaginer que le SEO est mort. Tant qu'il y a des gens qui vont chercher, il y aura des gens qui vont optimiser pour, en fait, être visible dans les réponses, apporter la bonne réponse. Donc non, le SEO n'est pas mort, Google n'a pas déposé le bilan. Non, je n'ai pas entendu parler. Très loin de ça. Par contre, c'est sûr que c'est une erreur de penser que ça sert plus à rien de faire du SEO sur Google. Non, c'est pas vrai, c'est important. Comme c'est une erreur de penser que la seule chose qui importe, c'est ChatGPT, ou alors on s'en fiche de ChatGPT, on fait que du Google. Non, ce qu'il faut faire, c'est s'adapter aux différents canaux, anticiper, être présent partout, là où notre cible se positionne, et chercher en fait à lui apporter des éléments de réponse qui vont faire qu'elle va convertir derrière, et qui aura un impact sur le chiffre d'affaires. Oui, donc finalement, il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. Et l'erreur serait d'occulter l'un par rapport à l'autre en se disant le SEO Google c'est fini, je me focus sur les IA génératives, ou au contraire se dire les IA génératives aujourd'hui ça représente pas grand chose, donc je vais attendre encore un peu pour voir si ça prend, parce que c'est une tendance, mais c'est une tendance quand même, c'est pas juste un effet de mode les IA, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment rentré dans notre manière de travailler, notre manière de fonctionner, notre manière de consommer, donc on peut pas l'occulter. Mais en revanche, et arrête-moi si je me trompe, il y a peut-être aussi un effet de le plus tôt on y est et le mieux c'est par rapport à l'effet expérience, l'effet aussi de longévité en fait. Oui, puis je pense que maintenant en fait les règles sont moins difficiles que d'ici à quelques années. Ils vont s'entraîner et puis ça va être encore plus compliqué. Comme le SEO de 2000, c'était une grande blague. Il y avait du SEO. Et oui, et c'était vraiment facile. Pour le coup, ce SEO-là, par rapport à celui d'aujourd'hui, rien à voir. On se demande même si c'est la même discipline. Ça va être pareil pour ChatGPT, donc c'est clair que c'est bien de travailler pour y être maintenant, travailler dans la profondeur pour que plus tard, en fait, on y soit encore, parce que une seule chose ne va pas changer, c'est la pertinence. Eux, ils ont tout intérêt à apporter la bonne réponse. Sinon, ils ferment leurs portes. Si on travaille tout de suite la pertinence pour notre business, on sera là encore dans des années. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Puis plus tôt on commence, plus vite on a la récolte de notre semence. Absolument. Et du coup, tu as aussi, en erreur classique que je vois souvent, c'est continuer d'écrire des articles comme avant. Et puis surtout, les tartines. Des articles complètement générés par l'IA. Ça, c'est... Oui, parce que finalement, d'un côté, on veut plaire aux IA génératives, et en même temps, c'est super simple aujourd'hui d'écrire du contenu avec ChatGPT, mais du vrai bon contenu qui va intéresser, qui va être différenciant, qui va attaquer sur un angle qui n'est pas celui qu'on va voir partout, parce que finalement, lui, quand il va rédiger un article, il va se servir de ce qu'il a. Donc finalement, tout va être très homogène, il n'y aura rien qui va sortir du lot. Est-ce qu'on fait confiance à un article qu'on voit absolument partout, avec les mêmes conseils partout et même les mêmes titres partout? Je ne suis pas sûre. Donc ça, c'est pas la bonne stratégie pour remonter dans les résultats de recherche sur ChatGPT. Non, ça c'est sûr. Et en fait, personne n'est dupe. Déjà, l'utilisateur n'est pas dupe. Il arrive en 3 lignes, il a compris que l'article était créé par ChatGPT. Il n'a pas du tout envie de convertir parce qu'en fait... Ou qu'il est juste pas très intéressant d'ailleurs. Il y a aussi ce truc-là où on recrache. En fait, il va recracher ce qu'il a déjà vu plein de fois. Et donc ça, c'est pas du tout intéressant. Ça ne pousse pas du tout à la conversion. Il y a un exemple que je donne souvent qui est celui du voyage au Japon. Donc, en gros, quand tu tapes voyager au Japon, etc., tu vas avoir beaucoup de contenus qui vont dire entre tradition et modernité. Oh, ça et le Japon, voyager au Japon entre tradition et modernité. Mais c'est vrai en même temps, mais bon. C'est vrai. T'apprends rien, là. Mais voilà, c'est ça. En fait, comme tout le monde a utilisé le même angle, en fait, tu te dis pourquoi je vais convertir chez lui ou elle, ou il n'y a pas ce truc-là où en fait on se dit ok, il y a eu un vrai travail de fond. Et puis on tombe sur une introduction qui est mâchée, qui est, on va dire,
ennuyeuse, clairement qu'on se le dise. Ou vous souhaitez voyager au Japon, un pays entre tradition et modernité. C'est même pour ça qu'on y va d'ailleurs. C'est ça. En fait, on s'en fiche, on le sait, on l'a lu déjà 15 fois. Plutôt que de penser à ça, se dire, ok, cette personne qui organise son voyage au Japon, elle sait que c'est une galère, en fait. Elle sait que y a un espèce de surtourisme au Japon où, en fait, dès qu'on va chercher à faire un lieu important, un lieu touristique, on va se retrouver à 500 sur le même carré et en fait, ça va gâcher notre expérience. Donc, plutôt de taper dans les problématiques des gens. Vous cherchez, vous voulez voyager au Japon, mais vous voulez éviter, en fait, les sites qui ont du surtourisme où, en fait, vous allez faire la queue pour faire une photo, quoi. Exactement, en fait, et taper vraiment dans les problématiques des personnes. Il sait que c'est un pays entre tradition et modernité. Il ne sait pas comment éviter les heures d'affluence. Il ne sait pas qu'il faut prévoir, par exemple, du liquide à vapoter, parce que la vente de nicotine dans les liquides à vapoter au Japon est interdite. Mais fumer, c'est mal, d'ailleurs. Déjà de base. Mais tu vois, si tu ajoutes il y a quand même beaucoup de éléments subtilités dans ce pays qu'on ne connaît pas forcément quand on vit en Europe et qui peuvent, effectivement, quand tu es une fois sur place, tu te dis, mais je savais pas. Tu vois, par exemple, c'est horrible de se repérer dans Tokyo. Exactement. Et donc, n'importe qui y va, qui l'a vécu, s'en souvient après. Donc, tu vois, si déjà, toi, tu t'apportes ces éléments de réponse avec un angle différenciant, un angle originel, là où tous tes concurrents vont parler de tradition et de modernité, déjà, tu te différencies, il y a 100% de chances que la personne vienne convertir chez toi, ce qui va impacter ton chiffre d'affaires. Et puis l'autre chose aussi, c'est que les IA sont en capacité de mesurer l'effort de rédaction. C'est-à-dire qu'il y a un attribut dans l'algorithme de Google qu'on a eu lors des Google Leaks. Donc ça a été en fait une espèce de relâchage de plein de documents en 2024. Donc c'était la folie. Et en fait, on a réalisé qu'au cœur de l'algorithme, il y avait des attributs comme le Content Effort Score qui mesure l'effort rédactionnel. T'es récompensé au mérite. Et donc, incroyable. Si tu penses que appuyer sur publier et puis avoir généré tout ton article via ChatGPT, puis c'est bon, c'est fait, ça ne fonctionnera plus du tout d'ici à quelques années. Et même si là, ça t'apporte du trafic, moi, je veux bien qu'on discute du taux de conversion. Vraiment. Oui, le trafic, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est la conversion le plus important. Surtout que là, vu comment les choses se font, le trafic, on en aura de moins en moins. Ce qui va compter, ça va être vraiment la qualité du trafic que tu vas avoir sur ton site internet et ta capacité à convertir ces gens, à les convaincre de souscrire chez toi et pas chez les autres. Écoute, du coup, ce que je retiens, c'est qu'il va falloir continuer de réfléchir et d'interroger nos clients cibles, notre audience, pour savoir quels sont les problèmes qui les concernent, pour pouvoir créer ces contenus qui vont sortir du lot par rapport à la masse informe de contenus qui vont être juste générés et qui vont être tous un petit peu similaires parce qu'il n'y aura pas eu cette réflexion derrière. Donc le jus de cerveau est quand même quelque chose qu'il va falloir continuer de générer, continuer d'entretenir pour faire la différence. Je pense finalement aussi bien en SEO que sur le référencement sur les IA génératives. Absolument, c'est vraiment... L'intelligence n'est pas morte. Ah non, l'intelligence n'est pas morte. Au contraire, ça va devenir une denrée rare. Exactement, il va falloir être vraiment stratège. Il va falloir encore mieux comprendre ses pairs pour pouvoir leur proposer les bonnes réponses et les convertir. Ouais, mais c'est super enthousiasmant, je trouve. Moi, j'adore. Franchement, c'est la partie qui me passionne le plus dans mon métier. C'est toute la conception de stratégie avec le plan d'action derrière. C'est vraiment ce qui me stimule au quotidien. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle, en fait. Donc, finalement, si je te suis, qualité avant tout, quantité, j'imagine aussi, mais pas à n'importe quel prix. Oui, pas du tout à n'importe quel prix. Et puis surtout, penser long terme. Penser, en fait, qu'est-ce qui va faire la différence sur le chiffre d'affaires et pas que sur les métriques de vanité comme le trafic, le positionnement, etc. Qu'est-ce qui fait que, justement, je me distingue des autres? Qu'est-ce que je peux apporter et comment je peux montrer aux gens qui peuvent me faire confiance, en fait? Parce que là, les gens ont de moins en moins confiance. Ils savent, ils sont pas dupes, ils savent que la majorité des gens utilisent des intelligences artificielles. Donc, comment lui donner confiance à cette personne et lui dire, en fait, je sais incarner ce que je te te le dis parce que j'ai de l'expérience. Je te le dis parce que je l'ai testé, parce que je l'ai fait et que je te comprends, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Ok, donc finalement, on va pouvoir beaucoup moins duper les gens. Et c'est vraiment cette confiance qui va venir au cœur des résultats, qui va faire que, techniquement, les entreprises les plus fiables vont remonter dans les résultats des recherches. Ouais, c'est vraiment ça la bonne nouvelle. En tout cas, pour les marketeurs comme nous, c'est la bonne nouvelle. Même pour les utilisateurs, je te dirais. Ouais, complètement. Oui, c'est certain. Parce que ça veut dire que tu as quand même des outils qui vont être de plus en plus fiables pour arriver à faire le tri entre ce qui est pas très fiable, justement, et ce qui est plus digne de confiance. Oui, c'est ça, exactement. Et ça fait la différence, en fait. Et même on l'a vu avec ChatGPT. Au début, tout le monde se moquait de ChatGPT. En tout cas, il y avait de quoi quand même. Oui, c'est vrai que ses réponses étaient complètement à côté de la plaque. Et du coup, on voit justement que quand on n'arrive pas à faire ce travail d'apporter les bonnes réponses et la crédibilité, en fait, on n'arrive pas à retenir les gens. Et puis les gens partent. Et... non, ça crée de la méfiance. Exactement. Donc le marketing, finalement, c'est pas juste embellir les choses.
C'est créer de travailler la le fond. confiance. Exactement. Ouais. Ok, écoute Myriam, sur ces paroles très sages, où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer à en savoir plus, peut-être être informé de ta veille, parce que je sais que tu en fais énormément. Alors, je sais que tu es très présente sur LinkedIn, mais on peut te retrouver également. On peut me retrouver sur LinkedIn, tu viens de le dire, ça fait un moment que je publie dessus. J'ai ouvert récemment des comptes Instagram et TikTok parce que forcément, faut répondre aussi aux conseils que je donne, qui Absolument. est d'être partout là où les gens cherchent. Très aligné. C'est ça. Mais LinkedIn reste mon canal principal. Ok, écoute, j'encourage tout le monde à te suivre parce que déjà sur LinkedIn, tu fais des très beaux carousels et du contenu qui est vraiment de valeur et qui, je pense, doit bien te positionner sur les IA génératives. Et écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.